Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 31 mars 2019. Journée un peu fatigante, il fait un temps gris, maussade, il neige et il pleut à la fois. Cet hiver-là est interminable. Et en fait, nous ne connaissons que deux saisons, des froidures accablantes et d'un coup sec, on se retrouve dans des chaleurs torrides. Alors nous sommes, et on ose dire que le Québec est un climat tempéré, si on en suit les météorologues. Tempéré, oui, si on met bout à bout les deux extrêmes et on en fait une moyenne, mais ce n'est pas tempéré. Alors aujourd'hui, je vous parle de Georges-Émile Lapalme. Georges-Émile Lapalme, qui a été député fédéral de 1945 à 1950, et qui est devenu le chef du Parti libéral du Québec de 1950 à 1960 à 58. Il a été, il a été vice-premier ministre, procureur général et titulaire du premier ministère des Affaires culturelles sous le gouvernement de Jean Lesage, et il a démissionné en 1964, vraisemblablement à cause de l'inactivité et de l'incurie du gouvernement Lesage. Le livre que je vous présente a été colligé, présenté et édité par Claude Corbeau, que vous connaissez. Et le titre de l'ouvrage, donc, c'est Georges-Émile Lapalme, lecture, littérature et écriture, et c'est paru chez Delbusso, éditeur. Évidemment, moi, je connaissais le rôle de Lapalme je le connaissais le sachant avoir créé les premières délégations du Québec. On sait que la première délégation du Québec a été créée à Paris en 1960, et tout ça s'est fait avec l'aval d'André Malraux, et qui même, on pourrait dire, Lapalme et Malraux on fait ça en catimini sans que le gouvernement central canadien le sache. Et ce qui est fascinant dans cet ouvrage, colligé par Claude Corbeau, c'est outre de découvrir à quel point Lapalme était un lettré, ce qui est assez inimaginable aujourd'hui quand on regarde les politiciens, mais il était, il était, il avait en tête une véritable politique culturelle pour le Québec. Pour lui, la question culturelle était au cœur de l'existence du Québec. Et quand on y regarde de près, elle est fondamentale, elle est centrale. Et moi, personnellement, beaucoup aussi vont parler de notre question existentielle pour parler de questions identitaires, hein, versus, euh, versus le multiculturel, on pourrait dire. Moi, je préfère m'éloigner de ces termes-là, mais de parler de questions existentielles. Alors, quel est notre rôle? Quelle est notre place en Amérique du Nord? De quel héritage pouvons-nous nous réclamer? Quelles sont nos perspectives d'avenir? Pour Georges-Émile Lapalme, les perspectives d'avenir étaient dans l'éducation et la culture. Alors, ce qu'on retrouve dans ce livre, donc, il est découpé en trois segments. Le premier segment, c'est la lecture. Son amour de la lecture, son amour des livres. Il lit la nuit. Il dit à un moment donné, je cite de mémoire, lire un livre la nuit n'est pas de même nature que de lire le même ouvrage le jour. Que la lecture, on ne la fait pas de la même manière selon l'âge, selon le temps, selon même la météo, la littérature et l'écriture. Et l'écriture, il a publié dans des revues, d'ailleurs, le Joliette Journal, ça a été tiré du Joliette Journal. Il écrivait, hein, tout en étant député, il écrivait, disait que pendant les débats sans fin à la Chambre des communes, fastidieux et ennuyeux, il en profitait pour rédiger quelques-unes de ses chroniques. Euh, et il disait aussi combien l'écriture était pour lui
quand il se comparait à ses grands maîtres, on a deux noms qui viennent tout de suite en tête, Chateaubriand et Marcel Proust, c'était pour lui extrêmement difficile. Et quand il arrivait qu'il ait à rencontrer un interlocuteur français, il était toujours frappé par la qualité de la langue et la précision avec laquelle ces interlocuteurs français s'exprimaient. Et quand ils n'arrivaient pas à ces interlocuteurs-là à trouver le mot juste, ils en usaient d'un autre qui permettait à leur pensée de s'épanouir. C'est toujours un effort de parler français ici au Québec. C'est toujours un effort, même pour des gens habiles, même pour des gens, c'est un effort permanent. Alors, ces documents-là, donc, ils étaient dans le fonds d'archives. Il y avait un journal religieux où il s'interrogeait sur des questions métaphysiques, la panne, qui aurait été détruit. Alors, M. Corbeau en a conclu qu'au fond, si ces documents-là avaient été déposés, c'est qu'à quelque part, il en souhaitait la publication et ses enfants ont donné leur aval. Je vous invite à lire la longue préface qui explique comment ces documents-là, comment ça s'est articulé, comment ces documents-là ont joué un rôle important dans la pensée de Georges-Émile Lapalme. En tout cas, moi, j'ai été fasciné. Et il m'est venu en mémoire un souvenir de libraire, si je puis dire. Aux alentours de l'an 2000, je me suis porté acquéreur d'une partie des restes de la bibliothèque de Lapalme. Des livres, disons-le, qui ne représentaient pas un grand intérêt. Mais il y en avait un, curieusement. Et je ne sais pas pourquoi, enfin, je suis un petit commerçant, donc je vends les livres, forcément, mais c'était une curiosité, c'était une pléiade de Paul Claudel qui avait été dédicacé par le fils de Paul Claudel, Pierre Claudel, à Georges-Émile Lapalme. Et si ma mémoire est bonne, c'est l'écrivain André Major qui l'a acheté pour l'espèce de curiosité bibliophilique, le fils de Paul Claudel, autographiant un ouvrage de son père à Lapalme. Mais je l'ai vendu, vous voyez. Peut-être aujourd'hui je le regrette, mais enfin. Mais ce qui est fascinant, donc on va revenir à Georges-Émile Lapalme. Évidemment, bon, comme je vous disais, ses grands maîtres, Proust, Chateaubriand, et malgré tout aussi sa connaissance de la littérature québécoise. Il a été un des premiers à encenser Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy, qui elle-même a reçu les premières critiques favorables, sont venues du monde anglo-saxon, étonnamment. Et aux États-Unis, ce que nous rappelle en préface Claude Corbeau, on a vendu jusqu'à, je ne voudrais pas m'avancer, mais jusqu'à quelque chose comme 800 000 exemplaires en anglais de Bonheur d'occasion. Alors imaginez donc, dès son premier livre, Gabrielle Roy est devenu très très riche. Et Lapalme pouvait s'enorgueillir d'avoir été dans le monde d'expression française l'un des premiers à dire à quel point ce livre-là était important. Alors, le passage que j'ai choisi de vous lire, et puis peut-être je vais enchaîner après avec autre chose, pour rester dans le même état d'esprit. Le passage que j'ai choisi de vous lire est consacré à Marie Lefranc. Alors, qui est Marie Lefranc? C'est une auteure française qui a immigré au Québec. Elle a eu une sorte de coup de foudre pour Bessette, un journaliste québécois, aux alentours de 1920 à peu près, et une institutrice bretonne qui est venue s'installer au Québec. Et elle y a passé sa vie au Québec. Alors, je vais vous lire en fait ce que nous dit la présentation, et c'est paru dans le Joliette Journal du 23 février 1949. Il aurait suffi pour vous présenter cette conférencière de remettre entre vos mains le dernier numéro des carnets viatoriens,
Rina Lanier, poétesse canadienne, y parle poétiquement de Marie Lefranc, poétesse française. Et pour ce faire, elle a intitulé son reportage « Notre Marie Lefranc », tout comme les frères Tarot avaient dit « Notre chère Peggy ». C'est que l'écrivain français qui nous visite nous appartient autant qu'à la France. Le partage s'opère par la formation d'une part et par l'inspiration de l'autre. Mais nous pouvons dire que si elle a chanté sous le ciel de France, c'est au Canada qu'elle a écrit ses plus beaux chants. De cela nous sommes fiers, mais l'avons-nous assez montré? Je ne voudrais pas ce soir faire de confession sur la place publique, même s'il s'agissait d'en faire une avec les fautes des autres, c'est-à-dire des éditeurs et des critiques. Mais d'un autre côté, passer sous silence notre silence serait accorder la consécration à un état de choses qu'il faut déplorer. Le jeune cercle littéraire de Joliette, en recevant Mme Marie Lefranc, reconnaît qu'il ne peut, à lui seul, effacer les jours d'oubli. Mais ses membres ont conscience de rendre justice à un grand écrivain et à une œuvre d'une grande beauté lyrique. Mme Marie Lefranc nous permettra-t-elle de lui dire que nombre de Canadiens voient en elle notre premier prix féminin. À l'époque de Grand Louis l'Innocent, roman qui lui valut ce prix 20 ans avant Gabriel Leroy, Marie Lefranc était des nôtres depuis plusieurs années. Les Français sont rares qui ont vécu notre vie. Louis Aymon n'a fait que passer ici. D'autres sont venus de temps à autre jeter un regard sur notre survivance et sur les chutes Niagara. La couleur locale, ils ont cru l'avoir trouvée pendant quelques heures dans une petite forêt bien propre où bouillait l'eau d'érable. Et ils sont repartis avec dans les yeux des images fausses et dans le cœur de l'incompréhension. On peut dire, je crois, avec assez d'exactitude que notre Marie Lefranc et l'auteur d'un homme se penche sur son passé sont les deux seuls Français qui aient associé leur vie à la nôtre pendant une assez longue période. Il n'est que de lire d'ailleurs Visage de Montréal, Hélier, fils des bois, et Ô Canada, terre de nos aïeux, pour retrouver une habituée de nos mœurs, de nos villes, de nos collines. S'appeler Lefranc quand on est né en France, c'est s'enraciner profondément dans le sol natal, mais c'est aussi trouver la France partout où elle existe. C'est peut-être pour cela que ces deux vies françaises ont partagé celle que dans un instant vous entendrez, une vie française en France, une autre au Canada. Marie Lefranc, c'est son vrai nom. La Bretagne est son pays. La mer fut pour elle le premier miroitement de sa vie. Institutrice à Vannes, la guerre de 14 l'y trouve en même temps qu'elle emporte ses trois frères. Puis, c'est l'arrivée à Montréal, seule, sans appui, inconnue. Pendant 15 ans, elle enseignera dans une école anglaise et à McGill. Durant les heures libres, les livres naissent. À Montréal puis en France paraîtront successivement poèmes et romans. Les voix du cœur et de l'âme, les voix de misère et d'allégresse, Grand Louis l'innocent, le poste sur la dune, Grand Louis le revenant, Hélier, fils des bois, j'en passe. Je touche au visage de Montréal, je pense aux pêcheurs de Gaspésie et aux derniers nés, au Canada, terre des aïeux. La tourmente de 1940, évoquée par Marie Lefranc dans un de ses livres, l'a enveloppée pendant qu'elle était en France. Depuis, elle a repris la route du Canada et Montréal la garde depuis 1 an. C'est ce qui nous permet à nous de la voir pour un soir. Ses livres, depuis longtemps, nous avaient enchantés. Après son départ, il continuera à nous dire la poésie de la vie. Car le poète en Marie Lefranc ne se laisse jamais oublier. Elle est romancière, direz-vous, autant que poète. Non, dit-on ailleurs, elle ne l'est pas autant. Ses romans se situent dans l'ardente lumière de la poésie.
Toute son œuvre se déroule dans l'infini du rêve poétique. Chacun de ses livres est un long chant à la gloire de la nature, et les êtres s'y meuvent souvent comme dans une féerie. Élié, fils des bois, est-il un roman? Sans doute y trouve-t-on le récit, l'histoire, mais la montagne tremblante et le lac expliquent seuls le rêve intérieur d'Élié et la troublante inquiétude de Julienne Joliet. D'ailleurs, le repli de tous ces héros, dis-je, et leur arrêt devant eux-mêmes comme dans la forêt, la mer, la montagne, quel que soit le nom de l'œuvre dans laquelle ils sont enfermés, constitue le cadre même de la poésie. Le cœur dicte le reste. Et nous avons alors soit des vers, soit de la prose harmonieuse et pure. Si je suis bien renseigné, on vous dira, au cours de cette soirée, quelques passages du roman Élié, fils des bois. Vous ferez vous-même l'inventaire de ces richesses. Mais je m'aperçois que cette présentation est en passe de devenir une étude, et que s'il me fallait continuer dans cette voie, le ciel, la mer et la montagne de Marie Lefranc m'entraîneraient très loin en compagnie de ses livres. Restons-en donc à la présentation, en nous limitant au portrait d'une personne et d'une œuvre. Insistons sur ce qui fait d'elle un modèle de propreté morale et littéraire. Admiratrice de Saint-Exupéry, elle s'est admirablement dégagée de la morbidité qui règne et qui s'infiltre partout dans la littérature contemporaine. La matière, pour elle, est toute coloration. Le métier, comme chez l'auteur de Vol de nuit, s'élève à hauteur d'homme. Tout se spiritualise, se poétise dans le monde des hommes et des choses. C'est peut-être pour cela que, vu par Marie Lefranc, notre Canada est si beau. Souhaitons qu'il en soit de même pour Joliette. Je voudrais revenir sur... c'est pas pour vous, mais moi, ce passage-là m'a tout à fait enchanté, d'autant que après avoir lu, on ne l'est pas mentionné, La rivière solitaire de Marie Lefranc, j'ai été bouleversé par ces ouvriers réduits au chômage lors de la crise de 29, qui viennent s'établir en colons sur les terres rocailleuses du Témiscamingue, de l'Abitibi. Et ce qu'elle nous décrit, Marie Lefranc, dans La rivière solitaire, c'est cette impitoyable misère qui régnait pour les Canadiens français dans la ville de Montréal. Et après ça, cet arrachement à cette misère-là pour être transplanté dans un autre lieu de souffrance, de désolation, d'extrême souffrance, dont j'ai l'impression que nos contemporains ne mesurent pas j'allais dire la vigueur, mais toute l'imprégnation qui continue sans doute de nous hanter, si on admet bien l'existence d'un inconscient collectif, qui continue de nous hanter. J'ai passé trop vite, selon moi. Je vais revenir sur... j'ai pris quelques notes. Bon, la vidéo, c'est pas grave si c'est long, hein? Parce que la présentation de Claude Corbeau est formidable, parce qu'il nous dit, il nous parle de ses admirations. Il nous parle, je vais vous lire 2 ou 3 passages que j'ai soulignés. Il dit ici, Monsieur Corbeau, il est intéressant de rappeler, à la lumière de cette idée, selon laquelle les œuvres littéraires importantes ne naissent pas dans le vide total, mais sont portées et nourries par un milieu propice à la création. Que la Palme, une fois devenue ministre des Affaires culturelles, voudra justement que son ministère, loin d'être une simple machine distributrice de subventions, favorise plutôt le développement d'un milieu favorable à la création dans toutes les disciplines artistiques. Si la période de la Révolution tranquille, on assiste à une croissance quantitative très importante de la littérature québécoise,
Les œuvres contemporaines d'ici ne touchent guère plus la Palme que les œuvres contemporaines françaises. Nos romanciers, juge-t-il, sont des pamphlétaires, qui donnent dans le roman à thème ou à thèse. Il formule un jugement plus sévère encore quelques mois plus tard. Nos écrivains passent complètement à côté de leur siècle et de leur monde. Le factice de leur conception le dispute au vide de leur pensée. Nous n'avons pas d'écrivains, nous avons des gens qui écrivent. Alors ça, c'est tiré de ses mémoires publiées en 1967. Conséquence de cette appréciation, les auteurs canadiens sont invariablement ceux que je lis en dernier. C'est ainsi qu'il me semble que je n'y puis rien. Mais par contre, il y aura beaucoup d'enthousiasme, en fait un enthousiasme immense pour l'œuvre de Régent Ducharme, quand La Vallée des Avalées est paru en 1966. La Palme, tout de suite, a été admiratif. Il avait beaucoup de respect également pour Gaston Miron, et il a donné à l'un de ses journaux littéraires le titre d'un vers d'Alain Grandbois que j'ai noté ici, attendez. Ou peut-être ne l'ai-je pas noté. En fait, le titre de son journal, en tout cas, c'était un vers d'Alain Grandbois que peut-être je vais utiliser, je ne sais trop, pour le titre de cette vidéo. Toujours plus loin, je vais vous lire un autre passage. Ce passage-là est absolument lumineux. Et ça, c'est tiré du Joliette Journal. Savoir vivre, affirme-t-il dans une chronique de 1949, c'est être simple et clair. Savoir écrire, c'est tellement la même chose. Savoir vivre, c'est être simple et clair. Savoir écrire, c'est tellement la même chose. Et puis quand il entreprend donc la rédaction de ses mémoires en 3 tomes, il souffre beaucoup, il se relie, il dit qu'il éprouve, il dit qu'il éprouve une grande déception, il dit « Rien ne me paraît aussi triste et pauvre que de me relire, et pourtant, je ne jette pas ses écrits. Mystère. » Ah oui, il constate ici la faiblesse, les faiblesses dans sa propre maîtrise, la langue française. Ayant devant moi 200 pages de texte écrit à la machine, je n'ose m'y plonger. Il y a un instant, j'ai pris ces pages et j'en ai lu une au hasard. J'ai été horrifié. C'est moi qui ai écrit cela. C'est moi qui ai fait ces fautes de grammaire et de goût. Relire tout ce ramassis de souvenirs et procéder à des corrections me paraît au-dessus de mes forces. Est-il possible d'admirer sa propre littérature? La réponse doit être affirmative, puisque l'on consent à publier. Ben voilà, alors le titre de son journal, donc je l'ai retrouvé, je ne l'avais pas annoté, c'est Les rayons muets du moment, tiré d'un vers d'Alain Grandbois, dont il avait une admiration, et puis il avait bien raison d'ailleurs. Je vous lis un dernier passage. Et puis là, je pense qu'on tient la clé, on tient l'articulation du projet politico-culturel de La Palme. Une première question est celle de la langue. Toute sa vie durant, La Palme sera préoccupé, tourmenté, obsédé même par la question de la maîtrise de la langue qui, à ses yeux, est particulièrement déficiente au Canada français. Dans nombre de discours et d'écrits politiques, il revient sur cette question et sur la nécessité d'une action résolue du gouvernement pour améliorer la maîtrise de la langue française dans la population québécoise. Lorsqu'il rédige le programme électoral du Parti libéral pour les élections du 22 juin 1960,
il y inscrit comme article 1 la création d'un ministère des Affaires culturelles et la première entité relevant de ce ministère qu'il identifie est l'Office de la langue française. Ce faisant, il reprend une idée dont il a fait à de multiples reprises la promotion lorsqu'il était chef de l'opposition officielle à l'Assemblée législative. À ses yeux, la situation de la maîtrise de la langue au Québec était très problématique. C'est là qu'est le mal. Quand on ne peut pas s'exprimer, à quoi ça sert d'essayer de penser? Nous ne savons même pas le nom des fleurs. Et le nom de son programme, il y avait un nom, son programme politique. Ça s'appelait « Pour une politique », justement. Écoutez, une vidéo un peu longue, j'étais fasciné, vous l'avez compris, par cet ouvrage. Texte choisi, présenté et édité par Claude Corbeau. Georges-Émile Lapalme, lecture, littérature et écriture, publié chez Delbusso Éditeur. Alors, je vous remercie. J'allais vous lire ici, je vais vous montrer quelque chose. Sans doute demain, tenez, on va rester un petit peu en compagnie de Marie Lefranc, qui justement est devenue, qui a bien connu le Québec. Et ce sont les lettres à Louis Dantin, une édition rare, publiée à Trois-Rivières, les éditions de Le Bien public, fondée, si je ne m'abuse, par Olivier Marchand. Et ça a été publié en 1967, dans les cahiers Louis Dantin. Et ça a été tiré à 100 exemplaires. En termes de bibliophilie, c'est vraiment un ouvrage rare. Et le nôtre, notre exemplaire, porte le numéro 46. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie avec moi. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez nous rendre visite à cet atelier librairie, le livre Voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal. Et vous pouvez téléphoner dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous.